Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour écouter Christian Bobin qui nous fait vraiment la très grande joie de nous rejoindre ce soir, nous parler de son dernier livre, paru chez Gallimard, La Grande Vie. La Grande Vie, un grand titre pour un petit livre, mais finalement un grand livre aussi, puisqu'il parle de la vie et puis de ce qui vous tient le plus à cœur. C'est l'écriture qui coule au fil de la plume sur cette page blanche. Et ma première question, ce serait comment est né ce livre finalement? Comment est né ce besoin d'écrire ce livre? D'une gratitude envers des gens qui ne sont plus là, qui sont parfois proches, qui étaient dans mes proches, parfois que je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais pu connaître, puisqu'ils sortaient de leur 19e siècle, voire de leur 15e ou de leur 16e siècle. Gratitude envers la présence maintenue, malgré tout, d'une vie extrêmement bienheureuse, légère, fertile, qui circule autour de nous, alors que nous l'ignorons, alors que nous travaillons à ne pas la voir. Il m'a semblé l'entrevoir par moments et j'ai voulu saluer cette chose que je ne sais pas bien définir, mais qui est de passage en nous, qui est de passage avec nous. C'est peut-être ce que jadis on appelait le ciel ou l'âme, ou je ne sais pas. C'est juste, je voulais amener que chaque phrase dise une gratitude, un remerciement à quelque chose qui de très loin me dépasse, et parfois même me submerge. Il y a des auteurs tout au long de ce livre. Vous commencez avec Marceline Desbordes-Valmore, vous avez évoqué Kierkegaard, vous avez évoqué aussi Junger. Ce sont des auteurs qui vous ont accompagné, qui ont été importants à des moments, à des instants T de votre vie. D'ailleurs, vous commencez avec Marceline. On sent que ça a été un moment très fort. Elle vous accompagne toujours. Et d'ailleurs, vous commencez par elle. Pourquoi ? Parce que ça me semblait justice. Vous savez que c'est une femme qui a été pillée par les plus grands poètes de son époque. Ils ont eu l'œil. Ils ont eu un œil d'épervier pour la reconnaître. Ils ont su sa grandeur. Rimbaud l'avait très bien lu et s'en est inspiré à la limite presque du vol. Mais il est vrai que le voleur est magnifique. Et Victor Hugo, par exemple, ce qu'on sait peut-être peu, dit d'elle heureusement que c'est une femme parce que sinon on était tous fichus. Et d'autres aussi. Baudelaire l'a trouvé à parler de sa poésie comme de jaillissement perpétuel. Ça me semblait la moindre des choses, vu aussi ce qu'elle m'a donné, parce qu'elle m'a un jour sauvé d'un cafard terrible, d'une micro-détresse, gare du Nord, où j'étais de passage, et où tout d'un coup, je ne voyais plus rien, parce qu'il y avait du monde, mais personne en vérité. Et j'ai ouvert ce livre que j'avais avec moi dans un sac, et la voix de cette femme est remontée de ces ténèbres de son 19e siècle, où elle n'était qu'apparemment enfermée, et elle m'a parlé, mais exactement comme parle une amoureuse, comme parle une mère bienveillante à son enfant qui fait ses premiers pas. Elle m'a parlé comme ça. Je pense d'ailleurs que les livres, quand ils existent, beaucoup de livres n'existent pas malheureusement. Ils sont là mais ils n'existent pas. Mais quand les livres existent, ils ont cette qualité de voix. On dit parfois qu'on écoute un livre, mais je pense qu'on pourrait aussi légitimement dire l'inverse. Le livre nous écoute. C'est le livre qui prend soin de nous. Et Marceline Desbordes-Valmore a pris le train avec moi, sans billet, et elle a fait le trajet. Elle est revenue avec moi et elle est repartie avec moi dans ma petite province natale. Et depuis, elle est toujours là. La poésie, c'est comme une explosion de présence, si vous voulez.
C'est comme on pourrait parler d'une explosion de fleurs ou du surgissement de quelque chose en pleine nuit ou d'une comète. Eh bien, la parole poétique a cette vertu de faire venir une présence, et si une présence vient, vous avez toute chance, vous, à votre tour, d'être présent. Vous voyez, c'est ce que je demande au livre. C'est un peu donnant-donnant. Si le livre existe, le lecteur existera à la hauteur du livre, à la même intensité. Vous voyez, et c'est pourquoi les plus beaux livres, les plus rares, nous donnent une existence magnifique, dont on ne les remerciera jamais assez. Là, vous évoquez les auteurs, mais ce qui est aussi très présent dans votre livre, et ce qui est quand même très récurrent, c'est la présence de la nature, des animaux, des oiseaux, des arbres. Il y a un très beau passage avec un cerf. Et puis je vais vous demander de faire une lecture, parce qu'il y a un très beau chapitre sur le merle. Ça va nous mettre en jambe. J'ai voulu aussi, parce que là je vais vous lire une lettre qui n'a pas trouvé son destinataire pour l'instant, mais j'ai voulu aussi que ce livre salue l'écriture manuscrite qui est en voie légère, disons, de disparition. Elle reviendra, on saura la réapprécier, mais pour l'instant elle s'éloigne de nous. Cher petit merle, j'aurais voulu t'écrire à l'instant de ton apparition, mais je ne suis maître de rien. Le téléphone a sonné, et puis j'ai dû sortir faire des courses. Personne n'est tout à fait libre de son temps, n'est-ce pas? Même les rois s'inclinent devant un traité à signer, une migraine, une messe obligatoire. On m'a dit que l'empereur du Japon, et plus encore son épouse, étaient les plus célèbres prisonniers du pays. Un entretien avec eux est minuté. S'il se prolonge d'une minute, les gardes qui se tiennent au fond de la salle d'audience, comme des soldats de plomb, font un pas en avant. Une minute de plus, et ils avancent encore d'un cran. Les rois et les empereurs sont les poupées qu'un pays se fabrique pour dorer ses rêves. Et parfois, là de jouer, il leur coupe la tête. Ta douceur, petit merle, cette manière si gracieuse de pencher ta tête légèrement de côté, était d'un roi qu'aucune étiquette n'en pèse. Sans doute ne te reverrai-je jamais. Tu ne m'as pas vu, encore que je n'en sois pas très sûr. Vous, les animaux, vous avez une singulière façon de voir, par vos nerfs, vos muscles, votre dos, autant que par vos yeux. Tu venais d'atterrir de l'autre côté de la vitre, sur l'herbe verte du pré, noir sur vert, et cette pâte orangée de ton bec, lumineuse comme une lampe Émile Gallet. Tiens, me suis-je dit en te voyant, du courrier, un mot du ciel qui n'oublie pas ses égarés. Tu es resté 10 secondes devant la fenêtre. C'était plus qu'il n'en fallait. Dieu faisait sa page d'écriture. Une goutte d'encre noire tombait sur le pré. Tu étais cette tache noire avec un rien orangé, le grand prêtre de l'insouciance, porteur distrait de la très bonne nouvelle. La vie est à vivre sans crainte, puisqu'elle est l'inespéré qui arrive, la très souple que rien ne brise. 10 secondes, et tu as filé au ras de l'herbe jusque dans le bois, à l'autre bout de mes yeux. Le passage devant la fenêtre d'un ange en robe noire ne m'aurait pas mieux apaisé. Et maintenant, il fait nuit. Je pense à toi. Comment dors-tu? À quoi rêves-tu? Un jour, tu ne seras plus que calcaire. Le crâne des oiseaux est une toute petite chose sévère et émouvante. Quand, par extraordinaire, on en découvre un momifié sur un chemin, on voit quelque chose qui tient de la frêle relique de saint. Que seront devenus les chants qui passaient la petite porte de corne orange de ton bec? Ils continueront de filer à l'infini, perdus dans le grand fleuve de l'air. Ta joie insouciance, petit merle, elle est passée de mes yeux à mon sang, et de mon sang à ce papier qui me sert à t'écrire cette lettre. L'adresse, quelqu'un la trouvera, c'est sûr. Quelqu'un ou quelque chose te dira que j'ai écrit cette lettre pour toi. Adieu, camarade.
Je te souhaite la vie belle et aventureuse. Tes 10 secondes ont résumé toute ma vie. Merci. Ces 10 secondes que vous avez passées avec ce verbe, Oui. vous reste comment elles vous nourrissent? Elles me nourrissent infiniment, indéfiniment et infiniment. Je vais ouvrir une parenthèse à ce propos. Il est possible que moi, ça me réjouit d'arriver à cet âge et de passer tant de temps à écrire sur une fleur ou un oiseau, surtout dans le monde tel qu'il est. Je comprends qu'on puisse parfois, on peut trouver mièvre le fait de parler d'une fleur ou d'un air, par exemple. Je le comprends, mais c'est parce qu'on n'a pas assez vu, c'est parce que notre œil a été mal, dressé. On nous a trop appris de choses et trop mal. Et que si nous regardions vraiment ces misères-là, ces pauvretés-là, qui sont disponibles partout, même en ville, vous avez des herbes qui arrivent à percer le ciment d'un trottoir. Si on regarde ces choses, eh bien, on s'apercevra peut-être qu'elles portent une densité atomique, qu'elles ont la puissance des tableaux de Van Gogh, par exemple. Van Gogh n'est pas fou quand il dessine des tourbillons et quand il montre que la matière est prise d'elle-même et de plus qu'elle-même, que la matière tourne sur elle-même comme un derviche soufi. Eh bien, moi je pense que les simples fleurs, les simples nuages qui roulent au-dessus du ciel de Paris, au-dessus de tous les ciels et au-dessus de nos yeux abîmés de trop voir, trop de choses qui nous aveuglent en vérité. Je pense que ces choses très simples, ont une surpuissance pour nous de pensée, de protection, de bienveillance, de beaucoup de choses. C'est pas tant un merle que j'ai vu au fond, c'est un roi qui passait, et qui est passé juste 10 secondes devant ma fenêtre. Je crois que d'ailleurs, au fond, ce que je dis là, les nouveau-nés, bien sûr, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas accès au royaume de la parole, mais à leur façon, ils le savent, aussi les prisonniers, aussi les vieillards, et plus sûrement encore les mourants. C'est-à-dire que ceux-là, cette petite tribu que je nomme, on pourrait ajouter les gitans même, si vous voulez, et bien, cette petite tribu que je dis là, ils savent, eux, que ce qui nous sauve, c'est la vision du simple, la vision du plus simple, la vision du plus ordinaire, et que c'est, dans un sens, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus grand. Croyez-vous qu'il faille coucher les mots, justement, pour atteindre cette simplicité, pour essayer de comprendre ce qui nous entoure? C'est quelque chose, c'est une phrase qui revient souvent dans votre livre. Le feutre noir frotte légèrement la joue du papier froid. C'est comme si vous aviez envie de vous persuader, vous êtes présent à l'acte que vous êtes en train de faire, de produire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est un vecteur qui permet justement de voir la vie à travers la vie?